Attentat dans une synagogue à Vienne, bilan 2 morts, 17 blessés. Après Amman, Claude Chesson à Beyrouth. Zandhorst en Hollande aujourd'hui, essai pour le Grand Prix de Formule 1. Bonsoir. 2 morts et 17 blessés. C'est le bilan de l'horrible attentat qui a été commis à Vienne, en Autriche, contre une synagogue. Un attentat qui fait penser à celui qui avait été perpétré à Paris en octobre dernier, rue Copernic. Dans un cas comme dans l'autre, les terroristes ont agi au moment où ils savaient qu'il y avait le maximum de monde dans l'édifice religieux. En revanche, cette fois, 2 terroristes ont été arrêtés. Ils seraient originaires du Proche-Orient. Philippe Gassot. L'attentat a été commis ce matin à 11h30 au moment où 200 fidèles étaient réunis dans la synagogue pour la cérémonie de la communion. 3 hommes puissamment armés, comme le prouvent les impacts sur le mur, ont ouvert le feu en tirant dans toutes les directions. Ils étaient venus, cela ne fait aucun doute, pour faire un véritable carnage dans le lieu de prière. Les 2 policiers de garde, grièvement blessés par une grenade, n'ont pas été en mesure de réagir. La déflagration a blessé l'un des agresseurs, en photo ici, tenu en respect par un policier autrichien. 2 membres du commando ont été arrêtés, ils seraient de nationalité syrienne et irakienne. Des grenades destinées à être lancées dans la synagogue et qui auraient pu provoquer des dégâts encore plus considérables ont été récupérés. Le 3e homme qui a réussi à prendre la fuite est activement recherché dans le centre de Vienne. La plupart des victimes de l'attentat ont été atteintes par balles. Il s'agit pour l'ensemble d'entre elles de passants pris dans la fusillade. Aucune victime, semble-t-il, à l'intérieur même de l'édifice dans lequel les 3 hommes n'ont pas réussi à pénétrer, même si l'un d'entre eux avait, comme les fidèles revêtus, le châle de prière. Je vous le disais en commençant ce journal, en octobre dernier, rue Copernic à Paris, un attentat similaire avait eu lieu. Dans la synagogue de la rue Copernic, de nombreux fidèles étaient réunis à ce moment-là pour la fête Shimrat Torah, une fête importante dans la religion juive. Des terroristes avaient fait exploser une bombe dans une moto piégée, c'était le 3 octobre 1980. L'attentat avait fait 4 morts et 9 blessés. Les auteurs de l'attentat n'ont toujours pas été retrouvés. Le reste de l'actualité, en Pologne, Lech Walesa pourrait passer à la télévision polonaise mardi prochain. Les pourparlers sont en cours entre le gouvernement et son syndicat Solidarité. En fait, les négociations difficiles qui se sont engagées portent surtout sur la retransmission radio-télévisée du congrès du syndicat fin septembre. Pendant ce temps-là, le gouvernement a donné l'ordre aux policiers d'assurer le fonctionnement de la radio et de la télé en raison des menaces d'action syndicale. En Iran, un simple chiffre, 30 opposants ont été exécutés hier et avant-hier. C'est devenu hélas quotidien, mais cela donne une mesure de la répression. Proche-Orient, Claude Chesson rencontrera-t-il Yasser Arafat à Beyrouth? Le ministre français des Relations extérieures le souhaite, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine aussi. Mais il se pose le problème du lieu de la rencontre. À Beyrouth, où il vient d'arriver, c'est la 2e étape pour Claude Chesson dans son voyage au Proche-Orient, après Amman en Jordanie et avant Damas en Syrie. Tout ce voyage est dominé par la question palestinienne. De Beyrouth, notre envoyé spécial, Édouard Laure. Toujours aucune indication ce soir encore sur une éventuelle rencontre Claude Chesson-Yasser Arafat. Le ministre français qui vient d'arriver à Beyrouth il y a moins de 2 heures n'y a fait aucune allusion lors de son passage dans le salon d'honneur de l'aéroport. Rien non plus dans le programme officiel. Mais il n'est pas impossible que Claude Chesson ait pris connaissance de plusieurs déclarations faites ce matin ici à Beyrouth et qui considère qu'une telle rencontre reviendrait de la part de la France à reconnaître que le Liban est devenu le siège officiel des Palestiniens. Un élément qui fait dire à certains que l'idée de cette rencontre pourrait bien être purement et simplement abandonnée. J'ajoute cette déclaration de Claude Chesson, le ministre des Relations extérieures, donc lorsqu'il a quitté Amman en Jordanie. Les accords de Camp David sont limités et insuffisants, a dit M. Chesson, car ils ne tiennent pas compte du problème palestinien. Enfin, à Beyrouth, aujourd'hui, un attentat a été perpétré contre les bureaux de la télévision iranienne, bilan 1 mort et 3 blessés.
L'initiative diplomatique française au Salvador. Washington a réagi très rapidement, une réaction modérée et peut-être un peu embarrassée. La France et le Mexique, je vous le rappelle, ont reconnu l'opposition de gauche au Salvador comme une force politique représentative. C'est une initiative très importante, c'est la première action concrète de la France en faveur de l'un des peuples en lutte dans le tiers-monde. Les explications de Bernard Benjamin sur le Salvador et sur ses luttes politiques. Plus de 4 millions d'habitants pour ce pays minuscule que l'on appelle le petit poucet de l'Amérique centrale. Une richesse principale, le café, et un drame classique dans cette région du monde, une poignée de Salvadoriens qui se partagent toute la richesse du pays et une majorité de paysans qui n'ont rien. Quelques chiffres pour ce pays ravagé par la guerre civile, 26 000 morts en 18 mois et 400 000 personnes réfugiées à l'étranger. Deux organisations principales composent l'opposition salvadorienne. Le Front Farabundo Martí de Libération Nationale et le Front démocratique et révolutionnaire, celle-là même que Paris et Mexico ont reconnue officiellement hier soir. Solidement implantées dans le nord du pays, ces organisations lancent des attaques surprises contre l'armée régulière, tentent des embuscades et parviennent parfois à prendre des villes pendant 48 heures avant de décrocher. Traversées par plusieurs courants, les deux organisations sont avant tout d'inspiration nationale. Elles réclament l'ouverture de négociations pour trouver une solution politique à la crise et l'instauration d'un régime démocratique au Salvador. Composée d'environ 15 000 hommes, elles luttent contre une armée peu entraînée, mais bien équipée par les États-Unis, qui viennent du reste il y a 48 heures de livrer au gouvernement salvadorien 4 nouveaux hélicoptères. Car pour Washington, il n'est pas question que l'Amérique centrale échappe à son contrôle. C'était du reste contre cette politique que s'élevait déjà il y a un mois Claude Cheysson, le ministre français des Relations extérieures, en visite dans la région. Est-ce que dans la plupart de ces pays, les troubles, les tensions incontestables ne résultent pas d'abord d'injustices trop grandes, de situations sociales anormales, en particulier dans le domaine agraire, de différences de revenus, de corruption, de régimes qui ont été souvent très brutaux dans leur manière de gouverner. Alors est-ce que la formule n'est pas de permettre à chacun de ces pays, par une discussion politique interne, par un effort sérieux de développement, de trouver sa vérité? Cette vérité, par moments, elle sera un peu agressive vis-à-vis des Américains ou d'autres. Je dirais surtout vis-à-vis des Américains, parce que c'est le grand pays voisin. Et puis parce qu'il faut bien le reconnaître, nous sommes de grands amis des Américains, nous Français. Mais ce qui s'est passé en Amérique centrale depuis 50 ans, ça, il faut l'entendre, il faut l'entendre. Des mesures européennes communes pour lutter contre les effets des taux d'intérêt américains trop élevés. C'est Jacques Delors, le ministre de l'économie, qui l'a proposé. Il a soumis cette idée à son homologue danois au cours d'un voyage au Danemark. Un jugement sur les 100 premiers jours de François Mitterrand à l'Élysée. Il vient d'outre-Manche. Il est publié par le Financial Times. Le journal britannique estime que le gouvernement français est allé bon train, mais que l'état de grâce commence à s'effriter partiellement. Conclusion des journalistes anglais, la bataille n'est pas perdue. Enfin, je vous rappelle la hausse des tarifs SNCF, des tarifs des grandes lignes seulement, 10% de plus à partir du 1er septembre. Compensation pour les chômeurs, ils pourront bénéficier du billet de congé payé. Au chapitre des informations générales, le double meurtre de Feuillat, dans l'Aude. Les policiers ont identifié, mais pas encore retrouvé, le témoin numéro 1. Il s'agirait d'un ancien légionnaire de 50 ans. Gérard Dalmaz. Actuellement, la nuit tombe sur les Hautes-Corbières, mais les recherches systématiques du suspect continuent sur des dizaines de milliers d'hectares de terrain très difficiles, essentiellement du maquis touffu et rocailleux, tout autour du village de Feuillat, dans l'Aude, et plus exactement autour du cabanon du Collier, une bergerie particulièrement isolée, où mercredi dernier ont été retrouvés les corps de Marie-Thérèse Paco, 30 ans, professeur, et son compagnon Dominique Cazot, 30 ans également, animateur au centre de perfectionnement des journalistes à Paris. Les gendarmes, des centaines sur place, estiment que les victimes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi et que l'assassin, sans doute encore armé de son fusil, est un marginal, un ancien légionnaire de 50 ans connu pour s'abriter dans plusieurs grottes aménagées par lui dans le secteur. Un marginal donc est déjà soupçonné d'être un déséquilibré sexuel, un maniaque. D'ailleurs, les enquêteurs ont découvert des cartouches du même type que celles du drame et surtout les sous-vêtements de la jeune femme dans l'un des abris de ce suspect numéro 1. Qui plus est, l'autopsie est formelle, l'assassin s'est affreusement acharné sur la jeune femme lors du double meurtre. Ce suspect, sorti de prison en avril dernier, connaît très bien la région et il a peut-être même réussi à la quitter, voire à passer en Espagne.
La mort d'un sénateur socialiste de l'Isère, je l'apprends à l'instant. Paul Mistral, qui avait 77 ans, est décédé ce matin à l'hôpital de Grenoble des suites d'une longue maladie. Paul Mistral était sénateur de l'Isère depuis 1955. En bref encore, à Longwy, 22 ouvriers ont été intoxiqués dans la nuit de jeudi à vendredi par des émanations de gaz d'un haut fourneau. Concorde, démenti du ministère des Transports, le problème de l'arrêt de l'avion supersonique n'est pas à l'étude pour l'instant. Drogue, importante saisie en Grèce, 2,5 tonnes de hashish à bord d'une vedette qui battait pavillon panaméen. Enfin, le nucléaire, un plongeur a dû intervenir à la centrale de Bugey pour changer un détecteur magnétique défectueux. L'eau de la piscine, qui était située au-dessus du réacteur, était faiblement contaminée. Le sport maintenant, avec d'abord le rugby, une affaire à la limite du sport et de la politique en fait. Il y a eu de nouveaux incidents pendant la tournée des rugbymen sud-africains en Nouvelle-Zélande. À Wellington, les Springboks venaient de gagner face aux All Blacks par 24-12 lorsque les manifestations ont commencé. Des milliers de manifestants anti-apartheid voulaient protester contre la politique de l'Afrique du Sud. Il y a eu des affrontements assez violents, vous le voyez sur ces images. Plus de 240 personnes ont été arrêtées dans les principales villes du pays. Et pour la première fois, la police avait eu recours à des chiens pour empêcher les manifestants de pénétrer sur le terrain. La voile. Les 31 bateaux de la course autour du monde sont partis tout à l'heure de Portsmouth en Grande-Bretagne. C'est la plus grande course du monde à la voile. Il s'agit de faire le tour du monde, ni plus ni moins, en passant par des endroits où la navigation est très difficile, comme le Cap Horn par exemple. 6 bateaux français participent à la course. C'est le Hollandais Flyer qui s'est porté en tête dès le début de l'épreuve. Portsmouth, 29 août 81, 13h. 31 voiliers au départ de la course autour du monde, une épreuve créée en 1973. Un périple de 50 000 km est parti en 4 étapes. La première conduit les concurrents au Cape Town en Afrique du Sud, la seconde du Cape Town à Auckland en Nouvelle-Zélande, la troisième d'Auckland à Mar del Plata en Argentine. Enfin, la dernière ramènera les concurrents vers Portsmouth aux alentours de mars 1982. 6 Français sont au départ, dont 3 avec une bonne expérience de l'épreuve. Éric Loiseau sur Gauloise 3, Alain Gabet sur Charles et Tic 3 et Éric Tabarly sur Euromarché. L'ex-Penwick 6 vient juste de changer de quille et l'on ne sait pas quelles sont les nouvelles possibilités de ce bateau. Un bateau qu'Éric Tabarly aimerait bien mener à la victoire. En attendant, les concurrents ont mis le cap au sud, vers l'Afrique et ses premières difficultés. Cyclisme, championnat du monde à Prague, l'épreuve des amateurs a été remportée par un soviétique, Vedernikov. Le français Philippe Chevalier termine à la 6e place. Demain, l'épreuve des professionnels, un grand favori, Bernard Hinault bien sûr. Automobile, les Renault favorites elles aussi, mais du Grand Prix de Hollande de Formule 1. Une fois de plus, pourrait-on dire, les 2 Renault Turbo de Prost et d'Arnoux ont réalisé dans cet ordre les meilleurs temps aux essais. Et elles partiront bien sûr en première ligne. Voici la grille de départ. Première ligne donc Prost et Arnoux, deuxième ligne Piquet et Jones, troisième ligne Rothman, mais aussi Jacques Lafitte qui sera donc en troisième ligne. Henri Bodiguel était dans les stands aujourd'hui, il a interrogé 2 hommes clés dans les équipes françaises. Ce sont un peu les têtes pensantes, chez Talbot, Ligier et chez Renault. Directeur technique, c'est un bien grand mot. La seule chose, c'est qu'on donne les options et justement les directions techniques pour une Formule 1 et la manière de travailler dans une équipe. Mais l'important, c'est une bonne coordination dans l'équipe. Et ça, c'est aux responsables techniques et aux gens du bureau d'études, enfin pas mal de personnes dans l'équipe, de créer cette ambiance. Bon, par ailleurs, pendant les essais, à chaque fois que le pilote s'arrête, vous entrez en conversation avec lui. Alors quel est le dialogue type entre le pilote et vous-même? Bien, ça c'est très simple. C'est la première question que je pose, c'est comment se comporte la voiture entre l'entrée, le milieu et la sortie du virage. Et à chaque question, il y a une réponse. Et suivant cela, eh bien, j'en parle au chef de voiture. Et à ce moment-là, on prend une décision de faire telle ou telle chose sur le plan aérodynamique ou mécanique. Et ça, c'est dans un temps court. Et à plus long terme, après la fin de séance d'essai, on se réunit aussi bien avec les pilotes que les responsables de voiture
et on discute de ce que l'on a essayé, de ce que l'on a fait, et on tire des conclusions pour la séance d'essai qualificative. Quelles sont les responsabilités précises du directeur sportif dans une écurie de Formule 1? Eh bien, elles sont nombreuses. Disons que c'est l'homme un petit peu, l'homme à tout faire. Tout d'abord, l'intendance. L'intendance, c'est une des choses principales d'une écurie parce que il faut que tout le monde dorme, mange, se déplace. Donc 25 personnes à déplacer, c'est un petit problème, surtout pendant les périodes des Grands Prix. Les hôtels sont surpeuplés, les bons hôtels, du moins, je ne dis pas les hôtels de luxe, mais les hôtels qui sont bien placés par rapport au circuit sont généralement très difficiles à obtenir. Les places d'avion, les veilles de Grand Prix ou les soirs de Grand Prix sont très difficiles à obtenir aussi, donc c'est déjà un problème d'intendance. Ensuite, il y a le problème un petit peu de la direction de l'équipe, de la discipline chez les mécaniciens, chez tout le monde, de façon qu'il y a un petit peu une ligne de conduite, c'est aussi une charge. Il y a aussi, je m'occupe aussi de la signalisation sur la piste, des informations aux pilotes sur la piste et dans les stands, les relations avec les organisateurs, les relations avec les autres concurrents et la participation à toutes les réunions des groupements de constructeurs et des contacts avec la fédération. Voilà, à tous ces exploits sportifs, j'ajoute celui-ci, réalisé par un handicapé. Il a battu un record d'endurance de natation dans l'eau. Il est resté plus de 340 heures dans l'eau près de Calais. Guy Noël, c'est son nom, est à demi paralysé des jambes. Les chevaux maintenant, demain le tiercé se courra à Deauville, ce sera d'ailleurs la clôture de la saison pour Deauville. Alors Pierre Bresse, je me retourne vers vous pour connaître vos pronostics. Oui, clôture de la saison de Deauville avec deux belles épreuves inscrites au programme de cette dernière réunion de course. Tout d'abord le Grand Prix de Deauville qui est une épreuve classique et le tiercé dans le prix François-André Europe numéro 1. Les 20 concurrentes qui prendront le départ de 2000 mètres de cette course handicap devront être très rapides en fin de parcours car à Deauville la ligne d'arrivée est très courte. Mauritanie, montée par Jean-Luc Kessas, a une revanche à prendre sur sa dernière course qui fut malheureuse. C'est une jument qui a une chance régulière, elle a une bonne chance, mais il faudrait un petit peu un terrain un peu plus souple. Bon, elle porte un poids intéressant là. Oui, un petit poids. Un petit poids, et la distance de 1000 mètres, ça lui convient? Oui, c'est une bonne distance pour elle, ça va bien cette distance. C'est vous qui l'avez monté la dernière fois? Oui, je l'ai monté, j'ai terminé 8e du tiercé. Le terrain était un petit peu léger, c'est ce qui m'a empêché de venir à l'arrivée peut-être un peu. Et là, comment est-il le terrain en ce moment? Il est encore léger, j'espère qu'il va pleuvoir d'ici dimanche. Il y a des chevaux que vous craignez en particulier dans la course? Oui, je crains Liki Liki, qui a fait une bonne prestation ici. C'est une bonne jument, c'est une jument semi-classique. Elle est chargée, mais enfin, elle a une bonne chance, je crois. Alors Mauritanie peut avoir une chance d'outsider dans cette épreuve? Oui, elle a une chance d'outsider. J'espère être à l'arrivée. Merci. Parmi les 20 pouliches qui composent le lot de ce tiercé, voici la sélection que je vous propose. Avec tout d'abord Liki Liki, elle a presque la pointure classique, elle mérite son titre de favorite. Ingénu qui a été préparé pour cette épreuve, Pois Chiche, porte un poids avantageux 51 kg. Mauritanie a effectué un galop très prometteur. Méris possède des performances très régulières. Margalaise est en progrès actuellement. French Dancer et Miss Matin seront mes outsiders. Elles porteront ces pouliches les numéros suivants 2, 5, 13, 18, 14, 6, 16 et 19. Merci Pierrette. À Deauville, au cours des derniers week-ends, il y a eu aussi des ventes de yearling. Traditionnellement, comme chaque année, les acheteurs étrangers viennent en France pour choisir les meilleurs étalons afin de créer dans leur pays d'excellentes souches d'élevage. La France a de très bons chevaux donc, mais malgré cela, l'élevage des chevaux de course est en crise. Le reportage de Pierrette Bresse encore. Je crois que nous allons le voir dans quelques instants. Partout dans le monde, les courses et l'élevage sont considérés comme une véritable industrie. En France, la production de chevaux de course est un luxe et ne bénéficie d'aucune structure fiscale spécifique à l'élevage. Aussi, les éleveurs traditionnels ont des difficultés pour faire face aux problèmes de gestion. Actuellement, pour entretenir leur haras, il faut que les éleveurs possèdent des affaires florissantes en dehors des chevaux de course. Sylvain Benilouche, industriel dans le textile, représente cette nouvelle race d'éleveurs.
L'élevage est une très grande entreprise et au début je m'y suis trouvé dedans par, on peut appeler ça pas hobby, mais 2 ou 3 années après je me suis rendu compte que c'était un véritable métier et il fallait vraiment être un professionnel pour pouvoir se défendre. Et mon principal objectif a été de tenir, c'est-à-dire de me dire telle année je pourrais dégager tant d'argent. J'ai établi un plan de financement par des investissements principalement à l'échelle des poulinières. Vous savez, chaque homme d'affaires a une façon de faire son épargne. Et ce que j'appelle épargne, vous savez, chaque chef d'entreprise ou chaque homme d'affaires a ou un immeuble qui se traîne quelque part, ou une maison de campagne en Normandie, ou un bateau qui est sur le port de Cannes ou à Saint-Tropez. Moi, je dois dire que mon argent que je dégage vient directement, comme dans une tirelire ou au Haras de Boutemont. C'est devenu pratiquement pour moi une entreprise. Et ça commence à me passionner parce que les chiffres commencent un peu à laisser entrevoir une entreprise importante telle que je gère la mienne à Paris. Une mère qui est par Médocourt. Il y avait eu en fait à Deauville il y a 2 ans l'handicap de clôture. Ah oui, bien sûr, je me souviens très bien. Vous vous souvenez? Oui. Quel prix pensez-vous qu'il va faire? Oh, il va tourner autour de entre 150 et au-dessus, je pense. Parce que il fera plus de 150 000 francs, je pense. Je le souhaiterais. Sylvain Benilouche s'occupe personnellement de la gestion et de la promotion des produits de son élevage et laisse à son fils Franck les responsabilités du métier d'éleveur pour le choix des poulinières, des saillies d'étalons et des naissances. Combien de yearlings avez-vous présenté aux ventes cette année? Cette année, nous en présentions 21. Et vous en avez vendu combien? Pour l'instant, comme nous sommes à la première partie des ventes, nous en avons présenté 9 et sur les 9, nous avons tous vendu. Bon, alors ces 9 yearlings vous ont coûté combien au départ? Par rapport à ces 9 yearlings, notre investissement a été d'1 400 000. J'espère à la fin des ventes avoir mes 5 ou 6% de bénéfices sur cette vente de yearling 81. Alors ce bénéfice, vous l'employez à quoi? Ils sont réinvestis aussitôt dans des poulinières, des parts d'étalons et pour essayer de renouveler mon élevage et ma jumenterie. Ici nous avons la demi-sœur de Sharpenap, suitée d'un foal de Sexton Blake. Dans les méthodes modernes d'élevage, l'un des secrets de la réussite, c'est d'ajouter au métier d'éleveur un talent de manager d'écurie. 2 mois avant les ventes de Deauville, Franck n'a pas hésité à faire toute une campagne publicitaire en France et à l'étranger pour faire connaître le Haras de Boutemont. Bien, demain soir, dans notre journal, André Sellard, le secrétaire d'État à l'Agriculture, expliquera les projets du gouvernement dans ce domaine. Voilà, c'est le dernier week-end d'août, vous le savez. Les retours ont l'air de se faire à peu près normalement. Quant au temps, eh bien, il va rester au beau, pas partout, je crois, Laurent Boussier. Non, demain, le temps sera nuageux sur les régions de l'Ouest. Et oui, la perturbation qui n'affectait aujourd'hui que la Bretagne se décale lentement vers l'Est, profitant de l'affaiblissement de l'anticyclone qui jusqu'alors nous protégeait. Mais avant de nous occuper du temps prévu, regardons les températures, celles qui ont été relevées à 14 heures par la météo nationale et qui étaient sensiblement égales à celles d'hier. 20 degrés dans le nord jusqu'à 27 et 28 degrés à Perpignan et à Marseille. Le temps pour demain maintenant, eh bien, il sera très nuageux et pluvieux sur la Bretagne, la Vendée et le Cotentin, plus au sud mais toujours à l'ouest. Sur les Pyrénées, l'Aquitaine et l'ouest du Massif central, il sera également nuageux, mais là ce sont les orages qui sont à craindre. Sur le reste du pays, c'est toujours un temps beau et ensoleillé, avec partout du soleil et du ciel bleu. Néanmoins, toujours quelques brumes dans les régions du nord et du nord-est le matin, et quelques développements nuageux dans l'après-midi, près du golfe du Lion et sur la région parisienne. Les températures prévues pour demain, également sensiblement égales à celles d'aujourd'hui, voyez. Un mot du temps pour lundi maintenant, eh bien ces nuages vont petit à petit gagner l'ensemble du pays, n'épargnant que le nord et le nord-est. Pour terminer notre agenda, demain c'est la Saint... Je vous le laisse regarder, le soleil se lève à 7h05. C'est la Saint-Fiacre. La Saint-Fiacre, je sais oui. que vous ne le lisiez pas sur l'écran. Voilà. Pour terminer complètement ce journal, un reportage optimiste dans le Cantal. Là-bas, il y a des hommes qui vivent vraiment heureux. Voici l'exemple de Jean Combourieux. Il a grandi dans le Cantal, qu'il aime plus que tout, mais c'est un pays où il est aussi difficile de trouver du travail. Jean Combourieux ne voulait pas vivre en ville, alors avec sa famille, il a choisi d'ouvrir un restaurant. Un reportage de Richard Deutsch. Je prends un petit peu de recul en venant avec mes vaches, me reposer, les voir respirer, les voir manger, en toute tranquillité sans être dérangé par quoi que ce soit. Et alors là, vous avez le temps de méditer, de réfléchir.
à des quantités de choses. C'est comme une drogue, il faut retrouver ce milieu rural qui, lui, vous remet l'aplomb, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, même les gens qui ne sont pas habitués à notre pays, quand ils arrivent, je le vois. Et je vois qu'ils sont inquiets, qu'ils sont excités, ils veulent tout, ils posent des questions continuellement. Il faut les calmer, il faut les amadouer. Et au bout de 3-4 jours, ils n'en posent plus. Et moi, je n'ai jamais voulu aller à la ville. Parce qu'on ne peut pas amener la campagne à la ville, c'est pas vrai. Quand je compare mon existence à beaucoup, et que je connais la situation en ville, ben, je n'ai aucun complexe maintenant. Or, je n'étais pas instruit. J'étais issu d'une petite agriculture. Donc, nécessité de faire autre chose. Et quoi? Il fallait choisir, c'était un choix. Il n'y avait que cette petite hôtellerie-restauration qui pouvait nous amener quelque chose. Alors nous avons fait ce choix. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous dans les cuisines là? Nous sommes 4, 5 avec moi. Il y a la grand-mère 90 ans, ma femme, mon fils, chef de cuisine, et ma belle-fille. Personne ne gagne un salaire. Nous sommes une espèce de société ancienne qui travaillons pour une maison. Ça s'appelle la maison Combourlieu. Personne ne sait jamais ce qu'il gagne. On travaille tous pour le même but. Une maison, c'est tout. S'il y a de l'argent, tout le monde en profite un peu. S'il n'y en a pas, eh bien, tout le monde s'en passe. C'est pas facile. Mais il faut être à la fois un diplomate, un gestionnaire et un adjudant. On n'a pas peur du travail. Et d'ailleurs, que ferait-on si on ne travaillait pas? Il ne faut pas avoir peur des heures. Les 35 heures, chez nous, ça n'existera jamais. Mais on s'en moque éperdument. Voilà, j'ajoute une information que je reçois à l'instant. Je vous parlais, en commençant ce journal, de la Pologne et des négociations qui ont lieu en ce moment dans ce pays entre le gouvernement et le syndicat Solidarité à propos de la télévision. Eh bien, je l'apprends à l'instant. Un accord est intervenu entre Solidarité et le gouvernement et Lech Walesa passera à la télévision polonaise mardi soir pendant une demi-heure. Il pourra expliquer les objectifs et les projets de son syndicat Solidarité. Fin de cette édition du journal. Serge Mistret présentera le dernier journal tout à l'heure vers 23h30. Ce sera au cours de l'émission Bonjour, bonsoir la nuit, une émission présentée ce soir par Martine-Alain Réunion. Pour ma part, je vous retrouverai dans Antenne de Midi, demain à 12h45. Notre invité sera l'écrivain Louis Noussera. Passez une excellente soirée.